La Coupe Grey était de passage à la chute le 27 mars dernier. Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis Francis Legault. J'ai été journaliste pendant plus de 17 ans ici dans la région d'Argenteuil pour des échos régionaux. Et dans les 14 dernières années, pour le journal Le Régional. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir donc M. Mark Wakeman, Sean Thomas Arrington et Jamar McMaster, sorry. Merci beaucoup d'être là, les gars. Thanks for being here with us today. Alors, Marc, tu dois être content quand même de voir qu'il y a autant de jeunes qui sont déplacés pour te voir et voir la Coupe Grey. Oui, je suis convaincu qu'ils sont surtout là pour voir peut-être la Coupe Grey plus que moi, mais merci quand même de faire l'assemblant. Mon Dieu, je pense que la dernière fois que j'étais ici dans cette salle-là, c'est quand j'ai gradué du secondaire. Ça fait un petit bout, mais vraiment content d'être là, vraiment content de voir tout le monde. Parce que tu es un ancien de la Laurentian Regional High School. C'est à une autre époque, parce que le football était du côté de Laurentian avec les Bears, puis il n'y avait pas de football du côté de la Poly. Puis là, maintenant, heureux de voir que la Poly non seulement un programme très performant. Fait que pour moi, de revenir ici, de voir les deux écoles, puis rencontrer les gens de football et de sport en général, ça me fait vraiment chaud au cœur. Super. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, c'est quoi le football canadien, la différence avec la Ligue nationale de football aux États-Unis? Est-ce que tu peux nous expliquer justement c'est quoi un peu la différence entre le football canadien et justement la NFL et qu'est-ce que représente la Coupe Grey? Je peux peut-être commencer. En fait, en principe, le jeu est le même, mais il y a quand même des nuances dans les règlements avec les 3 essais au lieu de 4 essais. Le terrain est plus grand, un joueur de plus sur le terrain. Mais ce qu'on voit à chaque année, c'est qu'il y a des joueurs qui passent de la Ligue canadienne à la NFL ou vice-versa. C'est là qu'on voit à quel point que la marge est vraiment très, très mince entre les deux ligues en termes de qualité de joueurs. C'est là qu'on est vraiment choyé d'avoir des joueurs de talent exceptionnel. On a vu cette année avec Austin Mack, qui est un receveur éloigné, qui a très bien performé pour nous, qui nous a aidés avec notre victoire, qui maintenant, cette année, a un contrat et sera avec les Falcons d'Atlanta. Donc, je pense pas que les gens réalisent à quel point que la marge est mince. Le jeu est aussi spectaculaire. Pour Austin Mack qui a joué au Ohio State, il l'a dit, la Coupe Grey pour lui, c'était aussi gros que tous ses matchs de championnat pendant ces années à Ohio State. Et puis au-delà de tout ça, on est surtout choyé d'avoir autant de joueurs canadiens et surtout québécois au sein de l'organisation, des joueurs de talent. On en a plusieurs, puis on aller en chercher un autre. Ça fait 2 fois, je te le dis, à 3 jours, mais t'es beaucoup plus beau en bleu, blanc, rouge qu'en jaune et noir. Pour ceux qui ne le savent pas, il était avec les Tiger Cats ces 6 dernières années, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est un gars de chez nous, puis on est fiers de l'avoir. Fait que pour nous, ça fait partie de notre fierté de représenter Montréal et l'ensemble du Québec sur le terrain de football. Parlons un peu de ton rôle au sein des Alouettes. Tu es donc président et chef de direction. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi ton rôle exactement? Première chose, c'est que des fois, quand on parle de sport, on parle de la saison morte. Premièrement, même pour les athlètes, la saison morte, ça existe. Ça n'existe pas parce qu'ils sont en entraînement, ils se préparent pour la prochaine saison. Mais sur le côté administratif, c'est tout en vrai, même plus dans le sens que pour nous, c'est souvent l'entre-saison qui est la période la plus occupée. Au moins, quand on tombe en saison, on retrouve une certaine routine avec un match à domicile aux 2 semaines. Mais moi, mon rôle, c'est de chapeauter l'ensemble. D'abord, l'ensemble du côté business, donc l'ensemble de la mise en marché, le marketing, relations communautaires, la vente de billets, les commandites et tout, l'organisation des événements au Stade Virtual Motion pour faire un beau show quand les gens viennent nous voir et donner un bon spectacle. À l'extérieur des lignes blanches, on va laisser l'intérieur des lignes blanches aux coachs et aux joueurs. Mais sur le plan business, c'est vraiment ça, c'est la mise en marché et faire rayonner notre marque. Et faire grandir notre business. Parce qu'en bout de ligne, on est là pour faire du football et gagner des matchs. Mais pour que les joueurs et les coachs aient les outils et ce qu'ils ont besoin pour bien performer, il faut qu'on les encadre, il faut qu'on puisse leur offrir les outils qu'ils ont besoin pour performer. Et puis, fait que là, si je bascule de l'autre côté, mon rôle, moi je le dis souvent à Jason puis à Danny, même si ça va au-delà de ça, mon rôle primaire sur le côté football, c'est de m'assurer que les coachs et les joueurs ont tout ce qu'il leur faut
et pas de distraction et pas de surprise pour qu'ils puissent performer et penser au football 24 heures sur 24. Donc, surtout dans les dernières années, les Alouettes ont vécu plein de choses, d'avoir une stabilité, d'avoir une constance, de pouvoir juste focuser sur le football. Bien, on a vu l'année passée les résultats que ça peut donner. On va revenir maintenant sur ton parcours professionnel. Donc, tu es un petit gars originaire de Saint-André d'Argenton, tu es très fier même de le dire, tu es le petit gars de Saint-André partout où est-ce que tu passes. Tu es donc venu à l'école ici, on l'a dit tantôt, à l'Archer Regional High School. Quel genre d'élève étais-tu? Est-ce que tu faisais du sport? Est-ce que tu jouais au football, justement? Oui, j'ai joué au football, j'ai joué avec les Bears. Je faisais pas mal tous les sports de façon très moyenne. Dans le sens que j'adore le sport, j'ai toujours aimé pratiquer tous les sports. J'étais un athlète correct. Mais juste au cas où qu'il y a des professeurs du Laurentian dans la classe qui étaient mes anciens coéquipiers ou qui étaient là quand j'étais là, je vais vous dire la vérité. Mais j'étais un joueur moyen, mais j'ai adoré performer, que ce soit au football, au hockey, au basket. J'ai fait tous les sports ici. Et puis, je pense que c'était surtout pour moi une façon de me divertir, de me donner d'autres défis dans la vie. L'école, c'est l'école, c'est important, puis il faut travailler fort à l'école, mais quand tu es ado, des fois, tu te dis, ouais, je peux penser à d'autres choses aujourd'hui, puis le sport, c'est quelque chose qui était, d'ailleurs, on parlait tantôt de notre programme scolaire ensemble à l'école, c'est justement ça, c'est de montrer aux gens que des fois, de faire partie d'une équipe sportive, c'est ça qui te motive, c'est ça qui te pousse à continuer des fois dans les périodes où est-ce que peut-être que c'est difficile en termes de motivation ou autre chose. Je pense que pour moi, c'était d'autant vrai, même si on n'avait pas de programme comme ça à l'époque, mais de pouvoir pratiquer tous les sports, c'est ce qui les motivait. Donc, ça t'a beaucoup aidé, justement, dans tes études, à pratiquer du sport? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que, de toute façon, je suis une personne très compétitive, donc peu importe ce qu'on fait, si on va jouer aux échecs, je vais vouloir gagner, puis je vais tout faire pour gagner. Donc, je suis quand même une personne assez fière aussi. À l'école, je voulais bien performer. J'ai quand même bien réussi dans mes études également, mais ça fait partie d'un tout, je pense, ça fait partie d'un mindset là, de vouloir se dépasser, peu importe ce qu'on fait. Après ton passage au secondaire, tu as été à l'université. Tu as obtenu un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en marketing à l'Université de Concordia, ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de l'Université du Québec à Montréal. Qu'est-ce qui t'a mené justement vers ce choix de carrière, ce choix d'études? Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas de... Aujourd'hui, il y a des programmes universitaires qui spécialisent dans le marketing du sport ou le business du sport. Ça s'appelle plusieurs choses, mais la dénomination commune, c'est un peu ça, c'est la business du sport. Ça n'existait pas dans mon temps. Fait que moi, quand j'étais à l'université, en toute transparence, ma première année à l'université, j'étais plus ou moins motivé. Je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Je savais que c'était peut-être en business, mais là, le marketing m'intéressait et je me suis impliqué davantage sur le côté business. Mais je ne savais pas que j'étais pour me retrouver dans le sport. Jusqu'à un moment où est-ce que je parlais avec un de mes meilleurs amis, qui est encore un bon ami aujourd'hui, qui est allé ici au Laurentian. Un autre petit gars de lui, de Lexus John. On parlait de qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on a réalisé que ce serait le fun de travailler dans le sport. C'est une fois qu'on réalise qu'on n'est pas assez bon pour continuer à jouer dans le sport, on se trouve d'autres moyens de faire partie de cet environnement-là. Et puis, moi, j'ai commencé Premièrement, j'ai réalisé que la meilleure façon, vu qu'il n'y avait pas de programme dans le sport, c'était de faire des stages. Et faire un stage, ça veut dire que tu travailles gratuitement juste pour montrer que de bon à contribuer à une organisation. Puis j'avais fait application au Canadien de Montréal, aux expos à l'époque, toutes les équipes à Montréal, au Canada. J'ai envoyé des lettres. Encore une fois, c'était avant l'Internet. Là, je commence à me sentir vieux en disant ça. J'ai essayé, j'ai cogné à toutes les portes. Et l'équipe qui m'a donné la réponse la plus intéressante, c'était une équipe de la Ligue canadienne. Mais pas au Canada. Parce dans les années 90, il y avait des équipes aux États-Unis. Puis, en 95, il y avait une équipe à Baltimore qui s'appelait les Stallions de Baltimore, qui m'ont donné un retour d'appel. J'ai fait des entrevues par téléphone, il n'y avait pas de Zoom à l'époque non plus. Et puis, longue histoire courte, je me suis retrouvé à Baltimore avec les Stallions en 95.
Et leur programme de stage m'a donné la chance d'apprendre un peu sur tout. J'ai fait 1 mois en marketing, 1 mois en commandite, 1 mois en communication. J'ai un peu touché à tout. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé que de faire partie de cette organisation-là, je retrouvais ce que j'aimais dans le sport. L'esprit d'équipe, l'esprit de l'acharnement au travail, de vouloir se dépasser. C'est toutes les raisons pourquoi en business aujourd'hui, et depuis toujours, on utilise souvent des analogies du sport pour faire passer des messages. Nous, on a l'avantage et on est choyé de travailler dans le business, dans le sport, parce qu'on le vit au quotidien autour de nous. Donc, c'est vraiment ça que je pense qui m'a donné la piqûre. Et puis, le 695, la suite de l'histoire, je pense qu'on la connaît. Puis là, j'ai fait 20 quelques années avec les Alouettes depuis. Et là, justement, parlons-en de Baltimore. C'était comment, justement, de t'expatrier, d'aller travailler dans un pays que peut-être que tu ne connaissais pas, loin de ta famille, loin de tes amis? C'était comment, justement, c'est quoi ton retenu de cette expérience-là, loin de chez soi? Première réaction, épeurant. Parce que je connaissais pas Baltimore. Mes parents m'ont présenté à des... j'avais de la famille à peu près à 45 minutes de Baltimore que je n'avais jamais rencontré, mais qui ont été assez gentils de dire on a bien resté dans notre sous-sol pendant la période, la saison que tu vas être là-bas. Et puis, je me suis acheté une vieille voiture pour 400$, toute démolie, que j'ai dû retaper moi-même pour dire bon, je vais me rendre à Baltimore avec ça. J'avais des vieilles cartes pour comment me rendre de Montréal ou de Saint-André, même pas de Montréal, à Baltimore. Seulement sur le coup, j'ai réalisé que les cartes ils dataient d'à peu près 15 ans. Là, je passais à New York, les autoroutes n'étaient pas même place pantoute. Il n'y avait pas de Waze, il n'y avait pas de Google Maps à l'époque. Fait que déjà, juste d'arriver là-bas, je me sentais comme j'avais vécu une période de... C'était vraiment un peu épeurant. Puis, je suis une personne qui, à la base, je pense, a assez de confiance en soi, mais là, je commençais à me questionner en chemin là, pour juste me rendre. Imagine, je ne vais pas aller au bureau encore. Puis après ça, de me retrouver là-bas, c'est intimidant. C'était le stade Memorial à Baltimore, où est-ce que les Baltimore Colts et les Orioles de Baltimore ont joué pendant des années plusieurs matchs historiques. Fait que j'arrive dans le stationnement devant le stade. Je me dis, my God, qu'est-ce que je fais ici? Là, moi, je suis le petit cul de Saint-André qui arrive à Baltimore, qui arrive dans le stade, puis qui dit, voilà, est-ce que je mérite d'être là? Puis, mais j'ai eu un accueil extraordinaire de toute l'équipe d'administration. J'ai rencontré du monde fantastique, des amis à vie qui m'ont accueilli. J'ai appris et j'ai travaillé fort. Moi, j'ai pas été payé une scène. J'ai travaillé fort, j'ai eu du fun, j'ai gagné à l'expérience. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis juste pour compléter, pour ceux qui ne savent sûrement pas, mais j'ai fini la saison, je suis revenu à Montréal. Et là, c'est l'année que les Browns de Cleveland ont déménagé à Baltimore pour devenir les Ravens. 2 équipes de football professionnelles dans la même ville, petite ville américaine, qui va gagner, tu penses? Fait que là, les Stallions, même si on avait des foules de 38 000 en moyenne par game, c'est extraordinaire. On venait de gagner la Coupe Grey. Je suis le seul Canadien qui a une bague de la Coupe Grey 95 parce que tous les autres membres d'organisation, les joueurs étaient américains. Parce que tu ne pouvais pas imposer la loi de dire que tu dois avoir un quota canadien. Fait que je suis le seul Canadien à avoir une bague de la Coupe Grey 95. Mais on ne se retrouvait pas de domicile. Je venais à Montréal. J'avais d'autres plans pour travailler dans le sport. Puis juste avant de confirmer, je reçois un appel de l'adjoint du président et propriétaire des Stallions pour me dire « Tu peux-tu rencontrer M. Spiros à l'hôtel Intercontinental demain matin pour un café? » C'est là qu'on m'a annoncé que les Stallions sont déménagés à Montréal, sont devenus les Alouettes, parce que pendant une période, il n'y avait plus d'équipe à Montréal du tout. Donc, mon histoire, c'est que j'étais tellement un bon stagiaire que l'équipe m'a suivi jusqu'à Montréal. Ça fait 30 ans que je compte cette histoire-là, puis j'ai toujours pas trouvé quelqu'un qui me croit, mais je le compte pareil. Super. Et à partir justement du retour des Alouettes à Montréal, tu as gravé les échelons. Tu as été vice-président des opérations et des événements à partir de 2002. En 2012, tu es devenu chef de l'exploitation, puis en décembre 2013, tu es devenu pour la première fois président de l'équipe.
Quand tu as commencé comme stagiaire à Baltimore, est-ce que tu t'imaginais qu'un jour, tu te retrouverais avec le grand patron de toute l'organisation? Non, pas du tout. Je pense que on pense jamais à ça. On pense juste... On peut rêver à ce qu'on aimerait faire, mais je me voyais jamais nécessairement dans ce rôle-là à ce moment-là. J'étais stagiaire. Je viens de dire que j'arrive à la porte, je me dis qu'est-ce que je fais ici. J'ai rapidement pris en confiance durant mon année là-bas, de penser qu'un jour, peut-être que je prends l'organigramme, je le reverrai à l'envers, puis c'est moi qui est au-dessus au lieu d'être le dernier en bas. C'est pas quelque chose auquel je pensais. J'ai peut-être commencé à y croire au fur et à mesure de ma carrière progressive. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que tu sois devenu président? Qu'est-ce que tu penses que ça a pris pour toi pour atteindre ce poste? J'étais dessus, je suis resté pendant 23 ans, il ne faut pas se débarrasser de moi, fait qu'ils ont dit tant qu'à. Non, je pense que j'ai toujours aimé apprendre. Puis, une des choses qui fait, je pense, qui est une force importante pour un dirigeant d'entreprise, que ce soit président des Alouettes ou président d'une entreprise quelconque, c'est de bien comprendre l'ensemble de l'organisation et tous les rôles. Donc, le fait que j'ai commencé comme stagiaire, puis j'ai fait presque tous les rôles dans l'organisation au fil des 20 quelques années que j'ai été avec l'organisation la première fois, parce que pour moi, c'est un retour, comme tu sais. Je pense que ça m'aide beaucoup parce que je comprends ce que vit la personne qui vend les commandites. Je comprends ce que vit la personne qui essaie de vendre des tickets. Je comprends ce que vit la personne au marketing qui bâtit ses campagnes de marketing ou la personne qui gère le stade. Je les ai pas mal toutes faites, ces offres-là. Directement ou indirectement, on s'entend. Donc, je pense que ça m'a aidé beaucoup à avoir une bonne compréhension de c'est quoi la recette gagnante pour être capable de réussir dans ce rôle-là et permettre surtout, parce que mon rôle, c'est de mettre les gens dans une position qui puisse avoir du succès, puis que l'organisation puisse avoir du succès. Et justement, tu me mentionnes, c'est ton retour pour toi avec les Alouettes, parce qu'en 2016, tu as décidé de quitter l'équipe. Après 2005, justement, tu as commencé à travailler surtout avec des équipes de hockey, donc avec le Rocket de Laval, avec les Lions de Trois-Rivières dans la ECHL. Tu as même travaillé avec des équipes en Suisse et en Suède, ce qui te paraît. Et en plus de ça, tu as aidé à la création de l'Alliance de Montréal, une équipe de basketball de la Ligue canadienne élite de basketball. Comment ça de travailler justement avec d'autres équipes, dans d'autres mondes sportifs? Est-ce que tu as obtenu certaines leçons de ces expériences-là ailleurs que tu as ramenées lors de ton retour avec les Alouettes? Oui, c'est sûr. C'est sûr que mon retour aux Alouettes au printemps 2023, j'arrive avec beaucoup plus d'outils dans mon coffre d'outils que j'en avais en 2016. En 2016, ma force, c'était que j'avais vécu 22 ans, si j'ai écrit Baltimore, 22 ans avec la même organisation. Et que je la connaissais de fond en comble. L'avantage que je considère que j'avais dès mon retour à 2023, c'est qu'à cause de ces expériences-là, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. C'est quand on essaie des nouvelles choses qu'on apprend. Donc, effectivement, en 2017-2018, je suis allé en Suède avec une équipe de la SHL, qui est on peut dire c'est la deuxième meilleure ligue professionnelle en Europe après la KHL. Une ligue qui existe depuis près de 100 ans aussi et qui a une belle culture hockey. Et je voulais surtout faire quelque chose de différent. Après 22 ans, dans la LCF, même équipe, même sport, même ligue, mais là, je voulais changer. Là, j'ai changé de pays, j'ai changé de culture, j'ai changé de langue, j'ai changé de sport, j'ai tout changé. Et ça m'a beaucoup fait du bien. Puis, j'ai appris beaucoup là-bas parce qu'ils ont des façons de faire différentes. Tu retiens, tu reprends le bon. Puis après ça, bien, effectivement, j'ai fait quelques années avec le Rocket de Laval et la Place Belle. Ensuite, pour quitter là, pour relancer la nouvelle franchise et le nouveau building à Trois-Rivières avec les Lions et le Colisée Vidéodrome. C'est plus de basket. Tout ça, ça m'a permis d'apprendre des nouvelles choses. Et le hockey en Suisse aussi avec... s'il y en a qui se souviennent de leurs anciens joueurs du Canadien, Peter Svoboda, qui a joué pour le Canadien dans les années 80, un joueur de nationalité tchèque qui s'est emmené à Montréal. Il avait acheté le club de Lausanne en Suisse, qui est un club centenaire avec beaucoup d'histoire, puis un aréna flambant neuf, super beau. Puis que j'ai connu pendant que j'étais avec le groupe CH, puis qui m'a invité à faire partie de son équipe, d'être un peu il m'avait appelé son senior advisor là, pour aider à rebâtir leur équipe là-bas. Donc, j'ai passé un peu de temps là-bas
à rebâtir cette organisation-là. Fait que chaque fois que tu bâtis une nouvelle organisation comme les Lions ou l'Alliance, ou de rebâtir une équipe centenaire comme les Lions de Lausanne, crois-le ou non, c'était les Lions de Linköping en Suède, c'était les Lions de Lausanne, puis c'était les Lions de Trois-Rivières. C'était un addon pur, c'est pas pareil, c'était pas prévu comme ça. Mais chaque fois que tu vis ces moments-là, tu apprends. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de citats dans mon coffre de citats. Si on revient à l'année dernière, au début de l'année 2023, les Alouettes n'avaient pas de propriétaire, pas de président, et on ne savait pas ce qui allait arriver avec quelle équipe. Pierre-Carl Pellegrino est arrivé à racheter le club en février 2023. Quelques semaines après, il t'a rappelé pour te demander de redevenir président de l'équipe. Tu as accepté. Au début de la saison, les gens plaçaient les Alouettes 8e, 9e dans la Ligue, à 10e. Même 10e, encore plus bas. Et pourtant, je devais équipe pour que ce gars c'est ça. Et à la fin de l'année, quand même, vous vous retrouvez avec le trophée de championnat de la Ligue. Parle-moi un peu des défis que vous avez dû faire face durant cette drôle de saison pour partir des derniers pour vous retrouver premier. Bien, je pense que ça a commencé avec... ça commence avec Pierre-Carl qui nous a donné la stabilité que l'équipe avait tellement besoin pour que les gens puissent focuser sur leur job. Parce que surtout sur le côté football, c'était pas nécessairement le cas. Mais si on parle du côté football maintenant, il faut donner énormément de crédit à notre head coach Jason Moss, qui lui, dès la première journée, est rentré et a réussi à mettre en place une structure sociale et il a voulu changer l'ADN un peu de notre vestiaire en termes d'attitude. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il y a bien des choses à Montréal qui c'est différent. C'est différent parce que, surtout les joueurs américains qui arrivent à Montréal, on parle en français. C'est différent. Même nos installations, on n'a pas les meilleures installations. On est encore en reconstruction. Il y a plein de choses qui font que c'est des défis additionnels. Et Jason a pris ça comme, c'est comme ça qu'on va être unique. C'est comme ça qu'on va être différent. C'est pour ça qu'on va être meilleur. Puis, dès la première journée, il a commencé à exiger aux joueurs de commencer à apprendre un peu de français. C'était pas plus faire une adoption en français le jour nécessairement, mais de montrer le lien qui nous rattache tout le monde. C'est l'unique situation qu'on vit à Montréal avec notre équipe pour célébrer ça. Puis là, ça, c'est juste le début. Puis Jamar pourra sûrement en parler beaucoup, plus que moi, parce qu'il est dans le vestiaire à tous les jours. Mais Jason a réussi à vraiment créer un environnement où est-ce que les joueurs croyaient en leurs moyens. Et pas juste en eux-mêmes, mais ils croyaient en les moyens du joueur à sa gauche et du joueur à sa droite pour vraiment créer un environnement d'équipe. Où est-ce que, rendu à la fin de la saison, quand j'étais dans le dernier meeting avant le match ultime, où est-ce que plusieurs joueurs se sont levés pour parler, puis il y en a peut-être qui ont vu le speech de Cody. Moi, j'en avais presque les larmes aux yeux. Je suis sorti de là, je dis c'est impossible qu'on perd. Impossible qu'on perd, parce que tout le monde y croyait. Puis des fois, ça peut sembler un peu kitsch, je disais ça. Ah, on y croyait facile, c'est ça. Puis vous avez gagné. Vous allez le voir dans le documentaire qui va sortir, là, on le disait avant. Je pense que cette culture-là est devenue tellement forte. La confiance entre eux dans le vestiaire et la croyance était tellement forte qu'il n'y a rien qui était pour nous aider. Et justement, j'aimerais ça entendre Jamar à propos de cette dernière saison. Jamar, if you want to talk to us about last season, how was it to play for the Alouettes while everybody before the season was thinking that you were going to end dead last in the league and finish the season with the Grey Cup? How was it to play that season with all the eyes on you? It was incredible, because before the season, when the standings came out, we were, ranked last. The team, we took it personal, but we forgot about the noise, what was going on in the outside world, social media, and we just kept grinding, So the fact that we were able to keep going and then got the two additions of, Sean Lemon and Fernando Sinky, they came in and were leaders right away. And Sinky made that statement after one of our games, said we're not losing any more games until we reached the Grey Cup, and we all bought into that. And they were just,
a good ride after that. You know, we played hard. And then after the Eastern Final and beat Toronto, it was a incredible feeling for me. I was emotional in both games, Eastern Final and the Grey Cup, because, you know, the journey we had, like all that adversity we faced all season, it was just a incredible ride, and it felt good just to prove our doubted wrong, you know, because at the end of the day, you know, we believed in ourselves, like nobody else believed in us but us, and we did it at the end. So. Alors, j'ai demandé à Jamar comment il avait vécu la dernière saison où les Alouettes étaient classés probablement parmi les dernières équipes de la Ligue avant le début de la saison pour finir avec le trophée de la Coupe Grey. Et il dit justement que c'était une façon pour eux de se motiver, de montrer qu'ils voulaient prouver à tous ces observateurs qu'ils avaient tort, que les Alouettes étaient une bonne équipe et qu'ils avaient beaucoup de leaders dans leur équipe, notamment Sean Lennon, qui ont motivé les troupes justement au cours de la saison pour dire qu'on va aller gagner le trophée. Et au milieu de la saison, justement, il est arrivé un épisode où, justement, ils se sont dit on n'a pas plus aucun match d'ici la fin de l'année. Et on a vu qu'est-ce que ça donnait avec les matchs de demi-finale et de finale de la Ligue où les Alouettes ont remporté 2 grosses victoires. Qui sont les deux plus beaux souvenirs que Jamar a de cette dernière saison. Jamar, as an American player, you played for the Orange Syracuse University, and then you tried to play for the NFL. You tried with a lot of teams, the San Francisco 49ers, the Detroit Lions, Los Angeles Chargers twice, and the Oakland Raiders, but each time you were released before even playing a first game in the NFL. You then moved into the CFL and then your long-awaited professional debut with the Ottawa Red Blacks in 2021. It took you 3 years between signing your contract, your first professional contract, and playing your first professional game. How did you manage to not get discouraged after all these teams decide to not give you a chance? And did you have the thought to just leave football, to not play anymore, to do something else? I did have that thought sometimes of putting football down. Like in my 2019, between like the COVID year, you know, the COVID year was hard on everybody. And then in 2021, when I went to play for Ottawa, I actually tore my labrum. So I was out for the season, which is hard after, you know, you finally get to play and you only play 5 games, and now, you know, your season is done, you know, and, you know, the injuries take a big toll on your mental. So I was thinking about maybe, maybe football is over with it, you know. But my motivation is really my mom. You know, my mom battles Crohn's disease. She has a lot of medical bills that one day I want to pay off. So, you know, I go hard every day for her. So she was really motivating me to keep going and keep doing what I'm doing. Alors, Jamar qui a commencé, qui était un Américain qui a joué au football universitaire aux États-Unis et qui voulait faire carrière dans la NFL. 2018-2019, il s'est essayé avec plusieurs équipes de la NFL, mais malheureusement, à chaque fois, les équipes l'ont libéré avant le début de la saison, avant qu'il ait pu jouer un premier match. Son premier contrat professionnel, il l'a signé en 2018 et finalement, il a joué son tout premier match professionnel avec le Rouge et Noir d'Ottawa en 2021. Pendant cette période où est-ce qu'il n'a pas pu jouer, il a trouvé évidemment ça très difficile. Il a pensé quitter le football, mais sa mère, qui est atteinte de la maladie de Crohn, l'a beaucoup motivé justement à continuer, à ne pas lâcher. Et on voit que ça a donné. Il a signé avec les Alouettes en 2022. Il se retrouve maintenant champion de la Coupe Grey. On a aussi avec nous Sean Thomas Errington, qui est un résident de Saint-Placide, qu'on a appris tantôt, donc pas très loin d'ici. Lui, donc, il était avec les Tiger Cats d'Hamilton jusqu'à la saison dernière. Il a signé avec les Alouettes au mois de février. Toi, justement, avec Hamilton, vous vous êtes retrouvé par 2 fois en finale de la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg. Montréal a battu lors du dernier match de la Coupe Grey. Les 2 fois, par contre, les Tiger Cats, malheureusement, se sont inclinés en finale. C'était comment pour vous, justement, de vous motiver, vous et les Tiger Cats, par après, pour essayer de reprendre la prochaine saison, de dire non, on est capable de les battre, on va essayer de se reprendre. C'était comment, justement, de pouvoir se remotiver après des défaites de même? Je pense qu'il faut que tu prennes le moment de regarder ces parties-là, d'apprendre de tes erreurs. Puis je pense que chaque année, quand l'année débute, oui, tu veux gagner à tout prix, mais je pense que c'est très important aussi pendant la saison, de partir d'une équipe qui est forte, de partir d'une équipe qui a des bons joueurs, une bonne cohésion, des bons coachs et tout. Puis, une fois que la saison commence, le plan de match est établi, je pense que c'est important d'y aller une semaine à la fois et de ne pas trop essayer de voir dans le futur, essayer de prédire ce qui va se passer, essayer de se voir en train de lever la coupe. Je pense que c'est juste d'essayer de prendre ça un match à la fois, gagner une game à la fois
Puis, à la fin de la journée, essayer de se rendre aux playoffs, parce que je pense que toutes les équipes qui jouent dans la Ligue canadienne, d'abord et avant tout, ont comme objectif de faire les playoffs. Puis, je pense qu'une fois que tu es rendu là, ça arrive un peu comme je disais au début de la saison. Pense à un match à la fois, puis tu peux pas vraiment penser au prochain match-up, penser à la prochaine équipe contre qui tu vas jouer, parce que si tu perds ta partie, il n'y en a pas, il n'y a pas de lendemain. Fait que je pense que autant si j'ai quelque chose à retenir maintenant de ces 2 années-là où on s'est rendu mais on n'a pas gagné, je pense que c'est juste de bâtir une bonne équipe, puis d'apprendre de ses erreurs. Malheureusement, dans les 6 années que j'étais avec les Tiger Cats, j'ai pas pu lever cette coupe qu'on voit ici à ma droite. Mais je pense quand même que l'expérience que j'ai eue, que j'ai vécue avec plusieurs joueurs différents, parce que l'équipe, moi je suis resté avec les Tiger Cats pendant 6 ans, mais l'équipe a énormément changé durant mon parcours là-bas. Je pense que c'est juste, j'apprécie tous les moments que j'ai passé avec des coachs différents, et des joueurs différents avec qui je joue aussi, puis d'essayer moi-même, pas juste l'équipe, mais moi-même d'apprendre de ces expériences-là. La prochaine question s'adresse à vous trois. Quel conseil donneriez-vous justement à tous nos jeunes ici, des jeunes sportifs de la Polyvalente et de la LRHS? Can you give us, sorry, looking at my notes. What advice would you give to the to the youth here that are with us for the next step in the career? Bien, je pense que le premier conseil que je donnerais, moi, puis je pense que ça s'applique à plusieurs d'entre vous qui êtes dans la salle ici, c'est de trouver quelque chose autre, dans le fond, pas autre que l'école, mais trouver un sport, trouver une activité, trouver quelque chose qui vous motive justement à aller à l'école. Ça peut être le sport, ça peut être une autre activité, ça peut être la danse, ça peut être, j'en nomme. Il y a plusieurs options, mais je pense que le fait aussi d'être bien accompagné, de se trouver un groupe d'amis qui ont les mêmes objectifs que toi ou qui ont les mêmes intérêts, qui va te pousser à poursuivre l'école. Comme si je peux vous donner un exemple pour moi-même, je pense à... J'ai juste besoin de penser à l'année dernière, quand j'ai finalement trouvé ce que je voulais faire après le football. Puis, c'est normal d'être au secondaire et de ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard. On a peut-être des personnes qui sont dans la salle qui ont des amis qui se disent « OK, bien, moi, je vais devenir un médecin, je vais devenir un vétérinaire ». Ils savent déjà ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais je pense que c'est pas nécessairement important de savoir maintenant. Ce qui est important, c'est de faire des découvertes, découvrir plusieurs choses. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est pour ça que je pense que ça a mis autant de temps de trouver ce que je voulais faire. C'est qu'il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, mais il n'y avait rien auquel je voulais y aller à 100% dans cette direction-là. Fait que j'étais quelqu'un qui voulait essayer plusieurs choses, qui voulait expérimenter pour ensuite pouvoir faire mon choix. Alors, si j'ai un conseil général à vous donner, c'est peut-être 2 conseils. Le premier, ce serait de trouver une passion, quelque chose qui vous pousse à continuer à l'école. Puis le deuxième, c'est de ne pas lâcher. Quand vous pensez que l'école, c'est pas pour vous parce que vous ne trouvez pas ce que vous voulez faire, mais c'est juste de continuer. Puis un jour, vous allez pouvoir mettre la main dessus, pouvoir être passionné par ça. Jamar, Digital advice, I say, control what you can control. That was a big thing my college coach taught me. Like, don't worry about what everybody else is doing. Worry about what you can do. Like, only control what you can control. You can control coming to school, working hard. In athletics, you control going to practice, working hard. The extra work you put in, day in and day out, you control that. So, yeah, that's my big advice: is control what you can control. Don't worry about what everybody else is doing. Worry about what you got to do and what you got to do to be successful. Alors, il dit plutôt de s'intéresser à ce que vous pouvez contrôler et de laisser faire ce que les autres font. Occupez-vous de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable, sur quoi vous avez le contrôle. Ça va pouvoir vous aider justement à l'avenir. Mark? C'est une des rares fois que je peux donner une réponse différente. Des fois, on essaie toujours de trouver quelque chose qui est inspirant ou qui, dépendamment à qui on parle, si c'est des étudiants, si c'est des gens d'affaires, peu importe. Puis aujourd'hui, c'est une des rares fois que je peux donner une réponse qui est vraiment sentie et personnelle, parce que là, je parle à du monde de chez nous. C'est moi, en grandissant, étant le petit gars de Saint-André, quand on voit le monde, puis on voit que ce soit
le Canadien de Montréal, puis tu vois le président du Canadien, ou tu vois les gens d'affaires, ou que ce soit le premier ministre, ou que ce soit peu importe. Les gens là, qui réussissent des grandes choses, c'était tout le temps des gens d'ailleurs. Oui, il y en a partout. Mais tu ne réalises pas que ça peut être chez nous aussi. Fait que moi, le message là-dedans, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Je ne sais pas si c'est encore... S'il y a des gens dans la salle qui se sentent de la façon que moi je me sentais un peu, puis je le réalisais pas à l'époque, mais là, quand j'y pense, c'est comme si j'avais des attentes moins élevées envers moi-même parce que, je sais que je vais faire des belles choses, mais je suis quand même juste le petit gars, c'est André. Puis, je pense qu'il n'y a rien de plus faux que ce statement-là. Puis, ça s'applique à tout le monde dans la salle. Fait que mon conseil, c'est ça, c'est enlever les grinders. Ne pensez pas juste que c'est quelqu'un d'autre. Mais pourquoi pas moi? Parfait. Alors, Mark, Sean, Jamar, merci beaucoup. Thank you for coming and having time with us. Merci beaucoup d'être venu. Merci tout le monde. Merci.